J'ai regardé fixement le message sur mon téléphone, le lisant 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Mon frère Marcus venait de m'informer, pas de me demander, de m'informer, qu'il avait vendu mon immeuble, celui que j'avais acheté au centre-ville il y a 6 ans, lorsque le quartier était encore considéré comme en pleine expansion. Le message m'est parvenu à 14h47, un mardi. J'étais en réunion avec la commission d'urbanisme au sujet des nouvelles propositions de zonage. Mon téléphone était en mode silencieux, mais j'ai jeté un coup d'œil vers le bas lorsqu'il s'est allumé pendant une pause dans la présentation. Vous avez vendu votre immeuble sans valeur pour 200 000 $. La famille a plus besoin d'argent que vous. Pas de question, Marc. Pas de demande de permission. Juste un constat. Comme s'il avait tous les droits de liquider ma propriété. J'ai posé le téléphone sur la table de conférence et j'ai reporté mon attention sur les cartes de zonage. Le bâtiment dont parlait Marcus, le Worthless One, était actuellement évalué à 8,5 millions de $ d'après la dernière évaluation. Il abritait 3 entreprises prospères au rez-de-chaussée, des bureaux de qualité aux étages 2 à 4 et des appartements de luxe aux 2 derniers étages. La propriété générait 142 000 $ de revenus locatifs par mois. Mais Marcus ne le savait pas. Aucun d'entre eux ne l'aurait su. Pour ma famille, j'étais toujours la jeune femme de 29 ans qui avait perdu sa vingtaine à travailler comme gestionnaire des immeubles de quelqu'un d'autre. Celle qui n'a jamais fait d'études de droit comme Marcus. Celle qui ne s'est pas mariée richement comme ma sœur Victoria. Celle qui vivait dans un petit appartement de 2 chambres au lieu d'une maison en banlieue. Il n'avait aucune idée que je possédais 17 propriétés à travers la ville. Que mon travail de gestionnaire immobilier consistait à gérer mon propre portefeuille depuis 4 ans. Que mon petit appartement était un pantouse dans un immeuble que je possédais sans hypothèque. J'avais appris très tôt que ma famille mesurait le succès et la visibilité. Il s'agit d'un diplôme de droit délivré par une université prestigieuse. Le mariage de Victoria avec un cadre du secteur technologique. Leur grande maison, leur voiture de luxe. Leurs adhésions à des country clubs. Tels étaient les marqueurs de la réussite dans leur monde. Ma réussite était plus discrète. Des immeubles qui généraient des revenus passifs. Des investissements stratégiques dans des quartiers émergents. Un portefeuille qui s'est développé régulièrement sans fanfare. Il n'y a pas eu de cérémonie de remise des diplômes pour devenir millionnaire. Pas d'annonce de mariage pour l'indépendance financière. Et la réunion s'est terminée à 16h15. J'ai consulté mon téléphone. 3 autres messages de Marcus. J'ai déjà déposé le chèque. Ne t'énerve pas, tu sais que l'entreprise familiale a besoin de capitaux. Tu devrais me remercier d'avoir obtenu 200 000 $ pour cette décharge. L'entreprise familiale. Le cabinet d'avocats de Marcus qu'il avait ouvert il y a 18 mois avec l'argent de papa. Le cabinet qui perdait de l'argent parce que Marcus dépensait plus pour des meubles en acajou et des bureaux haut de gamme que pour se constituer une clientèle. Je n'ai répondu à aucun des messages. J'ai préféré appeler mon avocat. Emma, a répondu Tom à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère vient de vendre une de mes propriétés sans mon consentement. Le Morrison Building au centre-ville. Silence à l'autre bout du fil. Alors, la propriété de 8 millions de $? Votre frère l'a vendue. Il prétend en avoir tiré 200 000 $. C'est. Bruissement. C'est de la fraude. Du grand vol. Peut-être plusieurs crimes selon la façon dont il a exécuté la vente. Je sais. Emma, c'est sérieux. Nous devons, je sais, Tom. Je n'appelle pas pour demander ce qu'il faut faire. Je t'appelle pour te dire de commencer la procédure. Contactez l'acheteur, remplissez les documents nécessaires et signalez la vente frauduleuse. Je veux que tout soit fait dans les règles. Je comprends. Je vais devoir faire appel à la police. Et probablement au bureau du procureur compte tenu du montant en jeu. Faites ce qui doit être fait. J'ai raccroché et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. On était mardi, ce qui signifiait dîner en famille. La réunion hebdomadaire obligatoire où tout le monde se présente pour manger le rôti de maman et faire semblant d'être une famille fonctionnelle. Je suis arrivé à 18h30, juste à l'heure. La BMW de Marcus était déjà dans l'allée, garée à un angle qui prenait assez de place pour 2 voitures. La Tesla de son mari était là aussi,
d'un blanc étincelant et d'une propreté irréprochable. À l'intérieur, l'odeur de la viande rôtie emplit la maison. Maman est dans la cuisine, vêtue de son tablier sur lequel on peut lire « Reine de la cuisine » en écriture fleurie. Papa était assis dans son fauteuil et regardait les nouvelles financières, même si sa compréhension de la finance se limitait à se plaindre des impôts. Emma, m'appela maman en me voyant. Tu es là. Marcus vient de nous annoncer la plus belle des nouvelles. J'ai posé mon sac à main sur la table de l'entrée. Il nous a parlé de la vente de ton vieux bâtiment. 200 000 $. Vous imaginez? Pour cette vieille chose? Elle s'est approchée en s'essuyant les mains sur son tablier. Marcus a dit que vous essayiez de le vendre depuis des années. N'est-ce pas merveilleux qu'il ait enfin trouvé un acheteur? Je n'avais pas essayé de le vendre. Je n'en avais jamais parlé. L'immeuble n'était même pas répertorié. Où est Marcus? J'ai demandé. Dans la salle à manger avec ton père et Victoria. Ils font la fête. Je suis entrée dans la salle à manger. Marcus était assis en bout de table, le siège habituellement réservé à papa, avec un verre de ce qui semblait être un scotch de luxe. Le scotch de papa. De la bouteille qu'il n'ouvrait que pour les grandes occasions. Victoria et son mari Trevor étaient assis l'un en face de l'autre, tenant également des verres. Emma. Marcus se lève et affiche un large sourire. Il avait l'air d'avoir déjà bu plus d'un verre. La voilà. J'étais justement en train de parler à tout le monde de la vente. Vraiment? Vous n'avez pas à me remercier. Il a agité son verre d'un geste large. C'est ce que fait la famille, non? Prendre soin les uns des autres. Quand j'ai appris que Johnson Property cherchait quelque chose dans cette zone, j'ai immédiatement pensé à votre immeuble. Je me suis dit que j'allais vous aider. Victoria se penche en avant. C'est vraiment généreux de la part de Marcus, Emma. Ce bâtiment est resté là à ne rien faire pendant des années. Ah bon? J'ai sorti une chaise et je me suis assise. Eh bien, oui. Victoria a échangé un regard avec Marcus. Je veux dire que tu l'as géré? Mais ce n'est pas comme si tu le possédais ou quoi que ce soit d'autre. Tu t'en occupais juste pour le propriétaire, n'est-ce pas? C'est vrai? J'ai répondu doucement. Trevor, le mari de Victoria, a pris la parole. Il travaillait dans la technologie et semblait toujours mal à l'aise lors de ses dîners de famille. En fait, je croyais qu'Emma avait dit qu'elle, l'important, interrompt Marcus, c'est que je t'ai fait faire une bonne affaire. Johnson Property voulait baisser le prix à 150 000 $, mais j'ai négocié jusqu'à 200 000 $. De rien. C'est mon Marcus, dit papa en entrant avec son propre verre de scotch. Toujours à l'écoute de sa petite sœur. C'est l'avocat qui est en lui. Un négociateur naturel. 200 000 $, répète maman en suivant papa dans la pièce. Emma, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Tu pourrais enfin acheter une vraie maison. Quelque chose avec un jardin. Marcus s'adosse à sa chaise. En fait, j'ai déjà déposé le chèque. La pièce devient silencieuse. Tu as fait quoi? Demande Victoria. Je l'ai déposé. Sur le compte du cabinet. Marcus a haussé les épaules. Emma sait que nous avions besoin de capital. L'entreprise est dans une phase de croissance cruciale. Une fois que nous serons rentables, je la rembourserai. Avec les intérêts. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. C'est une idée intelligente. Ça reste dans la famille, point. Marcus, dit lentement maman, tu aurais dû demander à Emma d'abord, point. Pourquoi? L'argent va aider l'entreprise familiale. Emma fait partie de la famille. Tout s'arrange. Il s'est tourné vers moi. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est un investissement. Dans 6 mois, peut-être un an, l'entreprise sera en plein essor. Tu récupéreras ton argent en double. J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. À 34 ans, Marcus avait le genre de confiance en soi que donne le fait de n'avoir jamais vraiment échoué dans quoi que ce soit. Papa avait payé son université, sa faculté de droit, lui avait donné 400 000 $ pour lancer son entreprise.
Chaque faux pas dans la vie de Marcus avait été amorti par l'argent de la famille. Marcus, ai-je dit calmement, comment as-tu vendu mon immeuble? Je vous l'ai dit. Johnson Property. Non. Comment avez-vous réalisé la vente? La paperasse. Le transfert de l'acte. Il fait un geste dédaigneux de la main. Les détails. Je suis avocat, Emma.je sait comment gérer les transactions immobilières. Donc vous avez imité ma signature. La pièce s'immobilise. Je n'ai rien falsifié, dit Marcus, mais sa voix a perdu de son assurance. J'avais une procuration. Non, tu n'en as pas. Papa m'a donné une procuration pour les biens de la famille il y a des années. Je me suis tournée vers lui. Tu l'as fait? Il avait l'air mal à l'aise. Oui. Mais c'était pour mes biens, pas pour les miens. L'immeuble est à moi, ai-je dit. Pas celui de papa. Mon nom sur l'acte de propriété. Je paie les taxes foncières. Mes locataires. Marcus a ri, mais cela semblait forcé. Allez, Emma. Ne sois pas dramatique. Tu n'es pas propriétaire de cet immeuble. Tu le gères. Il y a une différence. Je l'ai acheté en avril 2019 pour 2,3 millions de dollars. Vente au comptant. Pas d'hypothèque. Voulez-vous voir l'acte de propriété? Victoria sursaute. 2 millions de dollars? Emma, où trouverais-tu 2 millions de dollars? C'est impossible, dit Marcus. Tu gagnais quoi, 45 000 dollars par an en tant qu'administrateur de biens? Je gagnais 45 000 dollars en travaillant pour quelqu'un d'autre. Puis j'ai commencé à travailler pour moi-même. Maman s'est assise lourdement. Emma, ma chérie, tu te sens bien? On devrait peut-être le faire. Je possède 17 propriétés dans cette ville et virgule. Ai-je poursuivi. Le Morrison Building, que Marcus vient de vendre frauduleusement, vaut 8,5 millions de dollars d'après la dernière évaluation. Il génère 142 000 dollars de revenus locatifs mensuels. Je n'ai pas eu d'emploi traditionnel depuis 4 ans parce que je n'en ai pas besoin. Le silence qui suit est absolu. Puis Marcus se remet à rire. C'est ridicule. Si vous possédiez des propriétés valant des millions, nous le saurions. Vous le sauriez? Vous conduisez une Toyota. Une Toyota payée qui a une bonne consommation d'essence. Vous vivez dans un petit appartement. Un penthouse de 2400 pieds carrés qui m'appartient. Pas d'hypothèque. Pas de loyer. Emma, dit papa avec précaution, si c'est une blague, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. J'ai répondu en entrant dans la cuisine. Tom.Emma, nous avons un problème. Ou plutôt, ton frère en a un. La vente est passée par une société de titres appelée Quick Close Solutions. Ils sont spécialisés dans les transactions douteuses. Comment ça, douteuses? Le genre qui ne vérifie pas trop soigneusement la propriété. Mais voici ce qu'ils ont vérifié. Votre frère a présenté ce qui semblait être une procuration légitime et une copie de l'acte de propriété. Il les a falsifiés. C'est presque certain. Et la société de titres coopère avec nous maintenant. Ils sont mortifiés. Apparemment, cela va leur coûter leur licence. Ils affirment que votre frère a présenté des documents très convaincants. Est l'acheteur? Johnson Property est légitime. Il pensait acheter aux représentants du propriétaire. Il menace de poursuivre toutes les personnes impliquées. Et la société de titres, votre frère, et probablement leur propre avocat pour n'avoir rien vu venir. Les 200 000 dollars? Déjà déposés sur le compte du cabinet de votre frère ce matin. Il a dû faire vite. On peut les récupérer? Nous pouvons geler le compte. J'ai déjà contacté la banque. Mais Emma, il y a autre chose. Le compte de l'entreprise de votre frère montre un solde négatif de 47 000 dollars avant ce dépôt. Il était déjà insolvable. J'ai fermé les yeux. Il était désespéré. C'est ce que je pense. J'ai également déposé un rapport de police. Vu le montant en jeu, c'est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Fraude, falsification, vol qualifié.
Le bureau du procureur voudra probablement engager des poursuites. D'accord. Emma, c'est ton frère. Es-tu sûre de vouloir le faire? Je suis sûre. J'ai raccroché et je suis retournée dans la salle à manger. Tout le monde était exactement là où je les avais laissés, figés dans un silence inconfortable. C'était mon avocat, ai-je dit en me rasseyant. Il a déposé un rapport de police. Le bureau du procureur va probablement engager des poursuites demain. Fraude, contrefaçon et vol qualifié. Marcus s'est levé brusquement. Vous bluffez. La société de gestion coopère. Elle a fourni des copies de tous les documents falsifiés. L'acheteur menace de poursuivre toutes les personnes impliquées. Emma, tu n'es pas sérieuse, dit Victoria. C'est ton frère. Qui vient de commettre plusieurs crimes. Le visage de papa est devenu rouge. Attendez une minute. Cette famille n'étale pas son linge sale en public. Nous gérons les choses en privé. Il a volé des biens d'une valeur de 8,5 millions de dollars. Il a emprunté sur un actif. Papa s'est écrié, ce n'est pas du vol. Ça l'est quand ce n'est pas à lui d'emprunter. Maman pleurait maintenant. Emma, s'il te plaît. Pense à la famille. Pense à la carrière de Marcus. Un casier judiciaire le détruirait. Il aurait dû y penser avant de falsifier des documents légaux. Marcus, vous possédez vraiment ce bâtiment? Je suis vraiment propriétaire de ce bâtiment. Mais comment? Vous n'avez pas ce genre d'argent. Vous ne pouvez pas. Son téléphone a sonné. Nous l'avons tous regardé fixement lorsqu'il a bourdonné sur la table. L'écran affichait un numéro inconnu avec un indicatif local. Je lui ai dit de répondre. Marcus a décroché le téléphone, les mains tremblantes. Allô? Je ne pouvais pas entendre l'autre bout de la conversation, mais j'ai vu le visage de Marcus se vider du peu de couleur qui lui restait. Oui, c'est Marcus Chin. Qui est, quoi? Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Non, m'a-t-on dit. C'est ma sœur, ai-je pensé. Que voulez-vous dire par consentement? La voix à l'autre bout du fil s'est faite plus forte. Acceptez. La plus précieuse de la ville. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un vieux bâtiment à 8,5 millions de dollars. Marcus se rassit. Mais je n'ai que 200 000 dollars, dit-elle. Il a baissé lentement le téléphone. C'était l'avocat de Johnson Property. Ils me poursuivent pour représentation frauduleuse et veulent récupérer leurs 200 000 dollars immédiatement. Plus les dommages et intérêts. Ils disent que le bâtiment vaut. Il n'a pas pu finir la phrase. 8,5 millions de dollars. J'ai terminé pour lui. Oui. Le téléphone de Victoria a sonné. Elle l'a regardé et a trouvé mon affaire de fraude immobilière de l'année. Papa s'est levé. C'est réparable. Nous engagerons un meilleur avocat. On va, avec quel argent? J'ai demandé. Le cabinet de Marcus est endetté de 47 000 dollars, même avec les 200 000 dollars volés. Tu as refinancé cette maison pour lui donner un capital de départ. Victoria, est-ce que Trevor et toi n'avez pas co-signé le bail de son bureau? Victoria est devenue pâle. Comment le sais-tu? Je me fais un devoir de savoir des choses sur mes investissements. Nous ne sommes pas vos investissements, a crié Marcus. Nous sommes ta famille. Alors pourquoi m'as-tu volé? Je n'ai pas volé. Je t'aidais. L'entreprise a juste besoin de plus de temps, elle aussi. L'entreprise est en train d'échouer, ai-je dit. Elle est en train d'échouer depuis le 3e mois. Tu as 2 clients, Marcus. Vos dépenses mensuelles s'élèvent à 47 000 dollars. Vos revenus mensuels sont de 6 000 dollars. Tu n'allais jamais y arriver. Maman sanglotait ouvertement. Emma, comment peux-tu être aussi cruelle? C'est ton frère. Il a fait une erreur. Il a commis plusieurs crimes. Mon téléphone a de nouveau sonné. Tom. La police est en route pour la maison de ton frère. Ils arriveront probablement dans l'heure. Je voulais te prévenir. Merci. Il y a autre chose.
L'ordre des avocats a eu vent de l'affaire. Ils ouvrent une enquête éthique. Même si votre frère n'est pas condamné au pénal, il perdra certainement sa licence. Je regarde Marcus. Il avait entendu suffisamment de choses pour comprendre. Son corps entier tremblait. Emma, chuchote-t-il, je t'en prie. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je vais la réparer. Je vendrai ma voiture, les meubles, tout ce qu'il faudra. Mais ne les laisse pas m'arrêter. Tu ne peux pas arranger ça, Marcus. Tu n'as pas 8 500 000 $. Tu n'as même plus 200 000 $. La banque a gelé ton compte. Victoria se lève. C'est insensé. Emma, tu le détruis pour de l'argent. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas à propos de l'argent. Alors de quoi s'agit-il? J'ai regardé autour de la table. Je regardais mes parents qui avaient toujours valorisé les réussites de Marcus au détriment des miennes. Victoria qui m'avait reproché ma petite vie. Marcus, qui avait si peu d'estime pour mes réalisations qu'il croyait pouvoir me voler sans conséquence. Il s'agit du fait que vous avez tous supposé que je n'avais rien qui valait la peine d'être volé. Papa essaie à nouveau. Emma, s'il te plaît. Sois raisonnable. On peut régler ça en famille. Nous n'avons pas besoin d'avocat ni de policier. Nous avons juste besoin de nous asseoir et, tu veux régler ça en famille? Je me suis levée. Très bien. Voici mon offre. Marcus rend les 200 000 $ immédiatement. La totalité. Quand il aura payé la juste valeur marchande du bâtiment, soit 8,5 millions de $, ou la vente sera annulée et il devra répondre d'accusations criminelles pour fraude et vol. C'est impossible, s'écrie Marcus. Je n'ai pas 5 millions de $. Alors tu n'aurais pas dû vendre mon immeuble. Emma, plaide maman, tu ne peux pas envoyer ton frère en prison. Je ne l'envoie nulle part. C'est son choix qu'il a fait. On a sonné à la porte. Nous nous sommes tous figés. Papa est allé répondre. J'ai entendu des voix basses, puis papa a dit, il doit y avoir une erreur. 2 officiers de police sont apparus dans l'embrasure de la salle à manger. Marcus Chin a demandé le plus grand. Marcus s'est levé lentement. Oui. Monsieur, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude, contrefaçon et vol qualifié. Vous avez le droit de garder le silence. Maman a crié. Victoria s'est mise à pleurer. Papa a essayé de discuter avec les officiers, expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une affaire de famille qui pouvait être résolue sans impliquer la police. Marcus est resté debout pendant qu'on lui passait les menottes. Et elle m'a regardé alors qu'il le conduisait vers la porte. Je suis ton frère, a-t-il dit à voix basse. Je sais, ai-je répondu. C'est ce qui rend tout cela si décevant. Après leur départ, la maison a sombré dans le chaos. Maman s'est effondrée sur une chaise, se lamentant sur son fils. Papa a commencé à passer des coups de fil, essayant de trouver un avocat spécialisé dans les affaires criminelles qui pourrait faire libérer Marcus sous caution. Victoria a alterné entre les pleurs et les cris sur la loyauté familiale. Trevor m'a prise à part dans la cuisine. Emma, je sais que c'est compliqué, mais il faut que je te demande. Victoria et moi avons co-signé le bail du bureau de Marcus. Si son entreprise fait faillite, tu seras responsable du loyer. Oui. C'est 8 000 $ par mois pour les 3 prochaines années. Je sais. Il se passe une main dans les cheveux. On ne peut pas se permettre ça. Pas avec notre hypothèque, l'école des enfants et... Il m'a regardé attentivement. Vous possédez vraiment 17 propriétés? Oui. Et tu nous as écouté parler de nos problèmes d'argent pendant des années sans rien dire? M'aurais-tu cru si je l'avais fait? Il est resté silencieux un moment. Probablement pas. Il fait une pause. A-t-il quelque chose que tu puisses faire? À propos du bail. L'immeuble dans lequel Marcus louait son bureau. À ton avis, à qui appartient-il? Les yeux de Trevor s'écarquillent. Non. Je peux résilier son bail pour un motif valable étant donné les accusations criminelles. Vous et Victoria ne serez pas responsables. Pourquoi feriez-vous cela? Après ce que Marcus a fait. Parce que ce n'est pas toi qui m'as volé.
Et parce que Victoria va avoir assez de problèmes en étant mariée à une sœur ex-détenue. Elle n'a pas besoin d'une ruine financière en plus. Son expression s'est transformée en quelque chose qui ressemble à du respect. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Personne ne s'attend jamais à ce que le silencieux ait le pouvoir. Plus tard dans la nuit, après avoir quitté la maison de mes parents et être retourné à mon appartement, Tom m'a appelé pour me donner des nouvelles. Marcus a payé sa caution. $100,000. Ton père a encore refinancé sa maison. Cette maison doit être hypothéquée à 3 fois sa valeur maintenant. Presque. Je vous envoie l'évaluation préliminaire des dégâts. Johnson Property réclame la valeur totale de $8,5 millions, plus les dommages et intérêts. La société de titres de propriété est menacée de faillite. Leur assurance ne couvre pas la fraude, ils sont donc personnellement responsables. L'association du barreau a agi rapidement. La licence de Marcus est suspendue en attendant l'enquête. Son cabinet. Il est mort. Ses 2 clients ont déjà engagé d'autres avocats. Le cabinet est fermé. Et voici quelque chose d'intéressant. 16 de ses créanciers ont déposé des réclamations. Son entreprise doit $340,000 à divers vendeurs, entrepreneurs et fournisseurs. Laissez-moi deviner. Il a payé les dépenses prestigieuses. Marcus n'a jamais payé les dépenses ennuyeuses. Exactement. Il doit $23,000 à sa société informatique, $8,000 à son service de conciergerie, $34,000 à son imprimerie. Tout le travail invisible qui fait fonctionner un bureau. On dirait Marcus. Encore une chose. L'histoire a fait la une des journaux nationaux. Le Wall Street Journal s'en est fait l'écho. Une fraude de type Silicon Valley s'attaque au marché immobilier du Midwest. Vous êtes mentionné comme victime, bien qu'il n'ait pas utilisé votre nom. Génial.ma, votre frère est ruiné. Sa carrière est terminée. Sa réputation est détruite. Il va probablement faire de la prison. Tu es d'accord avec ça? J'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre de mon appartement. Je regardais la ligne d'horizon qui comprenait 4 immeubles dont j'étais le propriétaire. La vie que j'avais construite tranquillement. Méthodiquement, sans l'aide ni l'approbation de personne. Je n'en suis pas heureux, ai-je dit. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Il n'a pas seulement volé de l'argent, Tom. Il a volé parce qu'il croyait sincèrement que je méritais d'être volé. Que je n'avais aucune valeur. Que j'étais trop insignifiante pour avoir de l'importance. Et maintenant, tout le monde le sait. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6h47. Je l'ai laissé sur la messagerie vocale pendant que je préparais mon café. Lorsque j'ai fini ma première tasse, j'avais 8 messages vocaux et 14 messages textes. Tous provenaient de membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des parents, des tantes, des oncles, tous soudain très intéressés par mes nouvelles, tous posant des questions sur la terrible situation avec Marcus, tous contournant soigneusement la question qu'ils voulaient vraiment poser. Est-ce que je valais vraiment $8,5 millions? Le seul message auquel j'ai répondu était celui de Victoria. Suis-je désolé? Pour tout. Pour avoir supposé. Pour avoir jugé. Pour ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû le faire. Je sais que ça n'arrange rien, mais je voulais que tu le saches. Merci. Ça veut dire quelque chose. 3 semaines plus tard, Marcus a plaidé coupable de fraude et de contrefaçon. Le procureur lui a proposé un marché. 5 ans de mise à l'épreuve, une restitution totale à Johnson Property et une radiation permanente du barreau. L'alternative était un procès et une probable peine de prison. Elle a accepté le marché. L'audience de restitution a été fixée à 2 mois plus tard. Marcus ne pouvait pas payer. Le père ne pouvait pas payer. La maison était déjà surhypothéquée. Victoria et Trevor n'avaient rien. Propriété exigeait un paiement immédiat, faute de quoi ils réclameraient une peine de prison, malgré l'accord conclu. Et la veille de l'audience, papa m'a appelé. Est-ce que je te supplie? En tant que ton père? S'il te plaît, aide-le. L'aider comment? Payer la restitution. Tu as l'argent. Vous pourriez faire disparaître tout ça. Non. C'est votre frère. Ta famille.
Comment peux-tu être aussi insensible? Il m'a volé, papa. Il a falsifié des documents. Il a commis des fraudes. Et il a fait tout ça parce qu'il pensait que je n'étais personne. Parce que vous pensiez tous que je n'étais personne. Nous n'avons jamais, vous l'avez fait. Chaque dîner de famille. Chaque fête. Chaque réunion. Marcus, l'avocat prospère. Victoria, l'épouse parfaite. Et Emma. Pauvre Emma, avec son petit boulot, vivant dans son petit appartement, n'allant nulle part. Papa était silencieux. J'ai travaillé pour ça, papa. Chaque bâtiment. Chaque investissement. Chaque dollar. Je l'ai fait seul parce qu'aucun d'entre vous ne croyait que j'en étais capable. Dès que Marcus a cru pouvoir profiter de mon travail, il l'a volé. Sans hésitation. Sans permission. Parce que dans son esprit, j'étais trop insignifiante pour avoir de l'importance. Si vous payez la restitution, il n'ira pas en prison. Si je paie le dédommagement, il n'apprendra rien. J'ai raccroché. Lors de l'audience, le juge a ordonné à Marcus de payer 8 500 000 $ de dédommagement à Johnson Property, à raison de 2 500 $ par mois. À ce rythme, il lui faudrait 284 ans pour rembourser. Et elle a également perdu sa licence d'avocat de façon permanente, son bureau, sa voiture et sa réputation. Il avait 34 ans et repartait à zéro avec un casier judiciaire et aucune perspective d'avenir. 6 mois après sa condamnation, Marcus a trouvé un emploi dans une société de gestion immobilière. Niveau débutant. 42 000 $ par an. Il gérait des immeubles pour quelqu'un d'autre. Maman m'a appelé quand elle l'a appris. Elle m'a demandé, es-tu heureux maintenant? C'est ce que tu voulais? Que ton frère travaille dans un emploi pour lequel il est surqualifié et qu'il gagne à peine de quoi survivre? J'ai fait exactement le même travail pendant des années, lui ai-je rappelé. Vous pensiez tous que c'était indigne d'être remarqué à l'époque. C'était différent. Comment? Elle n'a pas répondu. 1 an après la condamnation, Victoria m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, à 2 rues d'un immeuble qui m'appartenait. Marcus s'en sort bien, m'a-t-elle dit. Il travaille dur. Il est humble maintenant. En fait, il est plutôt doué pour la gestion immobilière. Bien. Il demande parfois de tes nouvelles. Il se demande si vous lui pardonnerez un jour. Je ne sais pas. Victoria remue son café. Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours pensé que tu étais celle qui avait besoin d'aide. Qui avait besoin d'être guidée. Qui avait besoin qu'on lui montre comment réussir. Elle lève les yeux au ciel. Il s'avère que tu es le seul à l'avoir compris. J'avais une bonne motivation. Je voulais prouver que je valais quelque chose. Vous l'avez prouvé. Je l'ai fait? Ou Marcus a-t-il prouvé que vous aviez tous tort? Elle sourit tristement. Les deux peut-être. Nous avons parlé pendant 1 heure. De ses enfants, de son mariage, de sa vie. Elle n'a jamais posé de questions sur mes propriétés ou mon argent. Elle n'a parlé que de moi. C'était la meilleure conversation que nous ayons jamais eue. 2 ans après la condamnation, je prenais mon petit déjeuner dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Bonjour. Emma? C'est Marcus. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire quelque chose. Je dirige une session de formation la semaine prochaine. Pour les nouveaux administrateurs de biens. Comment repérer les opportunités d'investissement? Comment construire un portefeuille? Et j'ai réalisé que j'ai appris tout ça de toi. De moi? Oui. Quand nous étions enfants, tu parlais d'immeubles, de quartiers et de valeurs immobilières. Je pensais que tu étais ennuyeux. Il s'est avéré que tu étais brillant et que j'étais trop arrogant pour le voir. Je n'ai rien dit. Je ne demande pas le pardon, poursuit Marcus. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que tu as construit. Qui tu es. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé d'avoir dû tout perdre pour apprendre ce que tu as essayé de m'enseigner gratuitement. Marcus. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi. Emma.
Il a raccroché. J'y suis restée assise un long moment à regarder la ville. Les immeubles que je possédais. La vie que j'avais bâtie en travaillant dur et en faisant des choix judicieux. Et ma famille pensait que j'étais pauvre parce que je ne faisais pas étalage de ma richesse. Ils pensaient que j'étais insignifiante parce que je ne demandais pas d'attention. Ils pensaient qu'ils pouvaient me voler parce que je semblais trop faible pour me défendre. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Et maintenant, ils savaient enfin.